Le président des États-Unis a eu du mal à maîtriser ses émotions dimanche matin, et pour une fois le poids qui pesait sur ses épaules n'avait pas grand-chose à voir avec la politique. Quelques heures seulement avant que le sénateur Lindsey Graham ne s'effondre soudainement, les deux hommes s'étaient parlé au téléphone. Et maintenant, chaque phrase de cette conversation résonnait implacablement dans l'esprit du président. Pour quelqu'un connu pour projeter confiance et sang-froid sous un examen public incessant, le chagrin dans sa voix semblait indéniablement réel, et les souvenirs qu'il a partagés de cette conversation finale ont laissé aux auditeurs un profond sentiment de malaise. À maintes reprises tout au long de la matinée, Trump est revenu sur ce même appel téléphonique lors d'entretiens avec différentes chaînes de télévision, incapable de surmonter la réalisation obsédante qu'il s'agissait probablement de leur dernier échange. Il a expliqué qu'il avait parlé avec Graham vers 7 heures samedi soir, peu après le retour du sénateur d'un voyage épuisant à l'étranger. Selon Trump, Graham avait exactement ce qu'il avait toujours fait, énergique, concentré et déjà plongé dans le prochain défi politique qui exigeait son attention. Rien dans sa voix n'indiquait que quelque chose n'allait pas et que la conversation ordinaire deviendrait bientôt une conversation qu'aucun des deux hommes ne réalisait qu'il n'aurait jamais la chance de continuer. Graham aurait déclaré au président qu'il avait déjà commencé à rassembler un soutien pour une législation en laquelle il croyait profondément et semblait optimiste quant au fait que le Save America Act allait dans la bonne direction. Trump se souvient lui avoir dit que le voyage de retour avait été long et lui avoir assuré qu'ils termineraient tout le travail ensemble une fois que tout le monde serait de retour à Washington. La conversation s'est terminée comme le font souvent d'innombrables conversations entre alliés politiques de longue date avec des promesses de se reconnecter bientôt et l'espoir qu'un autre appel interviendrait dans les jours. Aucun d'eux n'avait la moindre raison d'imaginer que les adieux ordinaires qu'ils échangèrent deviendraient tranquillement un adieu permanent. Ce qui a visiblement pesé sur Trump lors de ces entretiens n'était pas simplement la perte elle-même, mais aussi la chronologie impossible qui ne cessait de se répéter dans son esprit. En reconstituant mentalement la soirée, il réalisa que l'appel ne s'était peut-être terminé que quelques minutes, peut-être pas plus d'une heure, avant que Graham ne s'effondre. Cette prise de conscience semblait le frapper plus durement que toute autre chose, car elle transformait une conversation par ailleurs routinière en une conversation à jamais figée au bord de la tragédie. La proximité de ces derniers instants est devenue quelque chose qu'il ne pouvait cesser de mesurer, comme si comprendre le timing pouvait, d'une manière ou d'une autre, rendre la perte plus facile à comprendre. S'adressant directement aux téléspectateurs, Trump a admis que la conversation aurait très bien pu être le dernier appel téléphonique que Lindsey Graham ait jamais passé, bien qu'il ait reconnu qu'il ne pouvait pas en être sûr. Il a décrit la perte comme dévastatrice, choisissant des mots qui ressemblaient moins à des remarques politiques qu'à ceux d'une personne pleurant, un ami de longue date. L'émotion derrière ces commentaires ressortait précisément parce qu'ils permettaient rarement au public d'être témoin de moments de vulnérabilité. Pour beaucoup de spectateurs, ce n'est pas simplement ce qu'il a dit, mais aussi la façon dont il a lutté pour le dire qui a rendu l'interview si mémorable. Il a décrit à plusieurs reprises Graham comme étant comme un membre de sa propre famille, soulignant que la nouvelle l'avait frappé avec une force inattendue. Pourtant, le détail qui semblait le hanter plus que tout autre était étonnamment ordinaire. Graham n'avait pas l'air malade, effrayé ou affligé. Selon Trump, il avait simplement l'air fatigué au retour d'un voyage exigeant à l'étranger. Cette simple observation est devenue presque insupportable, car elle reflétait la cruelle réalité selon laquelle certaines tragédies arrivent sans aucun avertissement, laissant ceux à l'autre bout du fil se demander sans cesse s'ils n'ont pas raté quelque chose qui n'a jamais été là pour entendre. À un moment donné, Trump a semblé chercher publiquement un moyen de donner un sens à la soudaineté de tout cela, suggérant discrètement que passer rapidement n'est peut-être pas la pire façon pour quelqu'un de quitter ce monde. C'était une tentative maladroite de trouver du réconfort, mais cela semblait profondément humain car il révélait quelqu'un essayant de gérer son chagrin devant des millions de téléspectateurs en temps réel. Plutôt que de formuler des remarques politiques raffinées, il semblait être aux prises avec les mêmes questions impossibles que se posent d'innombrables familles après une perte inattendue.
Aucune réponse satisfaisante ne l'attendait, seulement des souvenirs qui avaient désormais une signification totalement différente. Vers 1 heure dimanche matin, Trump a déclaré avoir reçu un message de quelqu'un dans le bureau de Graham confirmant la nouvelle dévastatrice. À cet instant, une amitié façonnée par des années de victoires politiques, de désaccords publics, de réconciliation et de loyauté mutuelle avait pris fin brutalement. Leur relation avait survécu à de vives critiques, à des alliances changeantes, et à près d'une décennie de turbulences politiques américaines pour finalement se terminer par un seul appel téléphonique au milieu de la nuit. Pour Trump, cette prise de conscience semblait presque impossible à absorber, et chaque interview qui a suivi reflétait quelqu'un qui essayait toujours de croire ce qu'on lui avait dit. Pour comprendre pourquoi sa réaction a semblé si émouvante, il est utile de se rappeler où se trouvait Lindsey Graham seulement un jour avant que cette conversation téléphonique n'ait lieu. À peine 24 heures plus tôt, le sénateur de 71 ans apparaissait énergique, optimiste et complètement immergé dans le travail qui avait défini une grande partie de sa vie récente. Il était à Kiev pendant une guerre active, rencontrant les dirigeants ukrainiens et parlant avec enthousiasme de l'avenir. Rien dans ses apparitions publiques n'évoquait un homme approchant des dernières heures de sa vie. Il s'agissait du 10e voyage de Graham en Ukraine, depuis le début de l'invasion à grande échelle, et les autorités l'ont accueilli avec une chaleur indubitable. Le président Volodymyr Zelensky l'a accueilli personnellement, tandis que Graham a visité les installations fabriquant des drones militaires destinés à défendre l'espace aérien ukrainien. Des photographies et des vidéos de la visite le montraient souriant largement alors qu'il examinait des équipements sophistiqués semblant pleins d'énergie plutôt qu'épuisement. Pour son entourage, il ressemblait à quelqu'un pleinement engagé dans le travail qui, selon lui, comptait le plus. Au cours de la visite, Graham a soutenu avec passion que les États-Unis commettraient une grave erreur s'ils ne parvenaient pas à approfondir leur coopération avec l'industrie ukrainienne des drones en développement rapide. Il a salué la capacité du pays à innover sous une pression extraordinaire, décrivant ses ingénieurs et ses soldats comme des personnes qui avaient appris par nécessité à affronter une force militaire beaucoup plus importante. Debout devant les véhicules blindés russes détruits, il projetait la confiance dans l'avenir plutôt que l'incertitude. Tout dans son comportement suggérait un élan, une détermination et des projets qui s'étendaient bien au-delà des semaines à venir. L'annonce la plus significative du voyage a peut-être eu lieu lorsque Graham a révélé qu'il avait conclu ce qu'il a décrit comme un accord important avec la Maison-Blanche concernant les sanctions proposées contre la Russie. S'adressant aux journalistes, il a expliqué qu'un accord avait été conclu et s'est dit convaincu que la législation finirait par devenir loi. Son optimisme était indubitable lorsqu'il parlait d'entrevoir enfin une voie réaliste vers une pression accrue sur Moscou. C'était le genre de moment vers lequel les politiciens passent des années à travailler, et il semblait sincèrement convaincu que des progrès significatifs avaient enfin été réalisés. Regardant directement les caméras, Graham a déclaré qu'il ne s'était jamais senti aussi optimiste quant à la possibilité de contribuer à rapprocher la fin de la guerre. Il a évoqué la nécessité de créer les conditions nécessaires pour contraindre Vladimir Poutine à se retrouver dans une position où la poursuite du conflit deviendrait de plus en plus difficile. Ces paroles reflétaient l'espoir, la confiance stratégique et la conviction que des années d'efforts pourraient enfin produire des résultats mesurables. Avec le recul, le contraste entre cet optimisme et ce qui a suivi rend ses dernières apparitions publiques encore plus poignantes. Loin de ralentir, Graham semblait agir au même rythme implacable, qui avait défini une grande partie de sa carrière politique. Il ne se comportait pas comme quelqu'un qui s'apprêtait à quitter la fonction publique ou à prendre tranquillement sa retraite. Au lieu de cela, il venait de réaliser une avancée décisive sur une question sur laquelle il travaillait depuis plus d'1 an et planifiait déjà la prochaine étape de cet effort. Amis et collègues ont décrit un homme qui réfléchissait encore à plusieurs étapes, pleinement engagé dans le travail qui restait à accomplir. Après avoir terminé ses réunions à l'étranger, Graham a pris un vol pour Washington et est rentré chez lui après le long voyage transatlantique. Une fois arrivé, il a contacté le président pour discuter de la législation en cours, semblant fatigué comme n'importe qui après des heures de voyage international.
Il est finalement retourné à sa résidence de Capitol Hill, s'attendant à ce que le lendemain se déroule comme d'innombrables autres avant lui. Ni lui ni ses proches n'avaient aucune raison de soupçonner qu'un compte à rebours invisible avait déjà commencé. La soirée a pris une tournure tragique lorsque les services d'urgence ont reçu un appel vers 20h30 samedi soir signalant qu'une personne de la résidence de Graham à Capitol Hill souffrait de graves douleurs thoraciques. Les pompiers, les ambulanciers et les policiers se sont précipités à travers la ville, traitant la situation comme une urgence médicale nécessitant une attention immédiate. Ce qui semblait initialement être une crise sanitaire grave mais gérable s'est détérioré à une vitesse alarmante. Dans un laps de temps remarquablement court, les intervenants se sont retrouvés confrontés à quelque chose de bien plus critique qu'ils ne l'avaient prévu. Selon des récits ultérieurs, la situation s'est considérablement aggravée en 25 minutes environ, à mesure que la douleur thoracique signalée évoluait vers un arrêt cardiaque complet. Le personnel d'urgence a immédiatement commencé à prendre des mesures avancées de sauvetage en effectuant des compressions thoraciques continues tout en luttant désespérément pour rétablir le rythme cardiaque. Chaque minute qui passait augmentait l'urgence alors que les équipes médicales travaillaient contre la montre sous une immense pression. Ces efforts frénétiques reflètent la détermination des premiers intervenants qui ont refusé d'abandonner alors même que la situation devenait de plus en plus désastreuse. Un résident voisin a décrit plus tard avoir observé l'intervention d'urgence se dérouler depuis une fenêtre, enregistrant silencieusement des parties de la scène, alors que des ambulances, des véhicules de police et des camions de pompiers remplissaient la rue, normalement paisible. Vers 9h30 ce soir-là, un patient a été transporté hors de la résidence sur une civière, avant d'être soigneusement chargé dans une ambulance en attente. Les images ont capturé un moment intensément personnel, qui s'est déroulé à la vue d'un quartier par ailleurs ordinaire. Pour ceux qui en ont été témoins, les feux clignotants ont transformé une rue familière en le décor d'une tragédie inoubliable. Graham a été transporté à l'hôpital universitaire George Washington, où les équipes médicales ont continué à travailler pour lui sauver la vie. Un jour plus tôt, il souriait au milieu d'une zone de guerre active, à des milliers de kilomètres de là, parlant avec confiance de la diplomatie et de l'avenir. Désormais, la lutte s'est déplacée vers une chambre d'hôpital calme, où tous les efforts sont concentrés sur la préservation d'une seule vie. Quelque part derrière ces portes closes, le combat a finalement pris fin. Aux petites heures du dimanche matin, le bureau de Graham a publié une brève déclaration publique annonçant que le sénateur était décédé des suites de ce qu'il a décrit comme une maladie soudaine. Le message demandait des prières et demandait de l'intimité pour ses proches pendant une période extraordinairement difficile. Il a été soigneusement rédigé sobre et intentionnellement limité dans les détails, offrant peu de choses au-delà de la confirmation de la nouvelle déchirante. Pour de nombreux Américains qui suivaient sa carrière depuis des décennies, cette déclaration ne répondait qu'à la question la plus fondamentale, tout en laissant d'innombrables autres sans réponse. Aucune explication supplémentaire sur la cause précise du décès n'a accompagné l'annonce et l'absence d'informations supplémentaires a immédiatement alimenté de nombreuses spéculations. Chaque fois qu'une personnalité publique éminente décède subitement et que les détails officiels restent limités, l'incertitude crée souvent un espace permettant aux rumeurs de se propager à une vitesse remarquable. Les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de théories concurrentes, d'hypothèses et d'affirmations non vérifiées dont beaucoup ne sont étayées par aucune preuve. En l'absence de réponse claire, la curiosité du public s'est rapidement transformée en une vague de spéculation qui a touché tout le pays. Lindsey Graham a passé une grande partie de sa vie publique comme l'une des voix politiques les plus franches de Washington, hésitant rarement à faire entendre ses opinions. Pourtant, le dernier chapitre de cette longue carrière est arrivé dans un calme saisissant, enveloppé dans seulement quelques phrases soigneusement choisies, et dans un silence écrasant qui a suivi. Pour ceux qui l'ont connu personnellement, cette perte était profondément privée. Pour le public, c'est devenu une histoire entourée de questions sans réponse. Et parce que si peu de choses étaient immédiatement connues, les conversations qui ont suivi se sont intensifiées à chaque heure qui passait, garantissant que ces derniers jours resteraient pendant longtemps l'objet d'une intense attention publique. La question qui refusait de mourir,
En quelques heures, certaines des voix les plus fortes en ligne pointaient directement vers Moscou et Téhéran. Une militante de premier plan nommée Laura Loomer a demandé à ses nombreux partisans, en termes simples et directs, si la Russie venait d'empoisonner Lindsey Graham, et elle a exigé une enquête et un rapport toxicologique immédiatement. Vous pouvez comprendre exactement pourquoi l'idée a pris feu si rapidement, car les détails de la surface s'alignent d'une manière presque trop nette pour être ignorés. C'était là le plus fervent partisan de l'écrasement de la Russie. Un homme qui avait passé des années à lancer des armes des sanctions et des mots durs contre Poutine, et il est tombé mort un jour après avoir quitté une zone de guerre ukrainienne. La théorie a eu un impact bien au-delà du seul timing. Quelques jours plus tôt, lors de funérailles en Iran, des menaces avaient été directement dirigées contre Graham, ainsi que contre Trump et d'autres faucons américains, avec des images montrant leurs visages marqués de cibles sous un avertissement selon lequel, tôt ou tard, leur tête roulerait. Quelques mois auparavant, un idéologue russe avait ouvertement demandé que Graham soit aplati. Ainsi, lorsqu'il est décédé sans cause claire, beaucoup de gens ont simplement décidé que la coïncidence était trop grande pour être avalée. Les médias d'État russes et iraniens n'ont rien fait pour calmer la situation, célébrant ouvertement sa mort, avec une émission ricanant, en disant qu'il avait été envoyé quelque part, qu'ils étaient trop heureux de nommer à haute voix. 4 sources distinctes chargées de l'application des lois ont déclaré à CNN qu'il n'y avait aucune indication, du moins jusqu'à présent, que Graham était mort de quelque chose d'anormal ou de sinistre. La police locale effectuait le même examen de routine qu'elle effectue chaque fois qu'une personne décède subitement à son domicile. Le directeur du FBI a déclaré publiquement que le bureau apportait son aide, ce qui a déclenché une nouvelle vague de soupçons. Pourtant, les enquêteurs ont clairement indiqué qu'ils avaient simplement proposé leur aide sans avoir découvert aucun crime. Et puis, il y a ce détail que presque personne qui criait au poison ne voulait réellement entendre. Graham souffrait de problèmes cardiaques qui touchaient sa propre lignée. Son père est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 69 ans, et les équipes d'urgence cette dernière nuit luttaient contre un arrêt cardiaque sans traiter une mystérieuse toxine étrangère. L'explication la plus simple et la plus triste était restée là, bien en vue tout le temps. Mais même cette explication ordinaire ouvre la porte à quelque chose que la plupart des gens ignoraient à son sujet, car l'histoire familiale qui a pu lui coûter la vie est directement liée au secret le plus solitaire qu'il portait. Cette famille, presque personne ne la connaissait. Malgré tout le bruit, les hommages et les drapeaux mis en berne, les personnes qui l'affligeaient le plus n'ont jamais été une femme ni des enfants, car il n'y en a tout simplement jamais eu. Cette absence n'était pas un accident, et ce n'était certainement pas une chute. C'était la forme d'une vie qui avait été déformée très tôt et très durement par la perte. Alors que Graham avait à peine 21 ans, sa mère est décédée d'un cancer, et environ 15 mois plus tard, son père est décédé des mêmes problèmes cardiaques, laissant derrière lui un jeune homme et une fille effrayés de 13 ans, soudainement seuls, dans une petite ville de Caroline du Sud, avec une entreprise familiale en difficulté qui pèse sur eux. La plupart des gens de cet âge auraient couru vers l'horizon. Graham a fait exactement le contraire de courir. Il est devenu père de sa propre petite sœur. Il a assumé la responsabilité légale d'elle, et plus tard, il l'a adoptée purement et simplement afin qu'elle puisse recevoir ses avantages militaires, et il est rentré chez lui encore et encore pour garder la famille soudée, alors que tout autour d'eux menaçait de s'effondrer. Sa sœur l'a décrit avec des mots désormais bien plus profonds, comme un frère, un père et une mère tous réunis en une seule personne. Ce n'est pas l'histoire d'un homme politique. Alors que les gens passaient des décennies à fouiller discrètement dans sa vie privée, se demandant à haute voix pourquoi un homme comme lui ne s'était jamais marié. Il répondait à sa manière sèche et désarmante, disant qu'il n'avait jamais trouvé le temps de rencontrer la bonne fille et que la bonne fille était assez intelligente pour ne pas avoir de temps pour lui. Il a transformé une véritable douleur en plaisanterie, comme beaucoup d'entre nous le font, lorsque la réponse honnête est bien trop lourde pour un extrait sonore. La vérité qui se cache derrière cette plaisanterie est que toute sa capacité familiale avait déjà été dépensée entièrement investie dans la petite sœur qu'il refusait de laisser tomber. Ainsi, lorsqu'un président à la télévision nationale a déclaré que cet homme se sentait comme un membre de sa famille, et lorsque les dirigeants du monde ont déclaré à haute voix qu'ils avaient perdu un ami bien-aimé, cela vous arrive très différemment une fois que vous avez compris tout cela.
Graham a construit une famille à partir de pures ruines, puis a transmis la même loyauté féroce et protectrice à presque tous ceux qui l'ont laissé se rapprocher. C'est la véritable raison pour laquelle sa mort a traversé les lignes ennemies, et c'est la raison pour laquelle même le seul homme qui lui avait autrefois échangé des insultes brutales pouvait à peine garder sa voix ferme dimanche. Parce que le chemin d'ennemi à frère entre Graham et Donald Trump est l'un des voyages les plus étranges de toute la politique moderne. L'ennemi devenu frère. Les gens oublient facilement à quel point cela a commencé. En 2015, Graham a regardé directement dans une caméra et a qualifié Donald Trump de fanatique raciste, xénophobe et religieux, et il n'a pas adouci un mot. Il a averti que la nomination de Trump détruirait son propre parti, et après l'attaque du Capitole en 2021, il s'est tenu au Sénat avec l'air véritablement fini en disant « Comptez sur moi, et ça suffit ». Si vous aviez seulement regardé ces deux moments, vous auriez juré sur votre vie que ces hommes se mépriseraient jusqu'au jour où l'un d'eux mourrait. Graham est devenu l'un des alliés les plus proches et les plus fiables de Trump dans tout Washington. Il l'a défendu alors que presque personne d'autre dans la pièce n'était disposé à le faire. Il est devenu un partenaire de golf et un ami au téléphone tard le soir, et il a plaisanté de cette manière d'autodérision qui le définissait en disant que Trump était un formidable copain de golf qu'il n'avait pas encore battu. Il a même commencé à se qualifier d'étoile polaire du président en matière de politique étrangère, ce qui est une chose remarquable de la part d'un ancien rival de le dire à haute voix et vraiment méchant. Trump lui-même a déclaré que Graham serait probablement beaucoup plus apprécié maintenant qu'il ne l'a jamais été de son vivant, ce qui est une chose déchirante à réaliser pour n'importe qui, et une chose douloureusement facile à reconnaître. Si vous avez déjà perdu quelqu'un avec qui vous vous disputiez et que vous aimiez de toute façon. Et il n'a jamais été question uniquement de Trump. Les démocrates qui l'ont combattu sauvagement pendant des années se sont également alignés pour le pleurer. Un sénateur qui l'a combattu de l'autre côté de l'allée pendant une décennie a déclaré qu'il n'y avait pas de meilleur ami ni d'adversaire plus coriace nulle part dans le bâtiment. Le vice-président a admis qu'ils étaient constamment en désaccord, puis a avoué qu'il ne pouvait tout simplement pas s'empêcher d'apprécier cet homme. C'est une chose incroyablement rare à gagner dans une ville construite presque entièrement sur la rancune. Graham a réussi d'une manière ou d'une autre à être aimé par ceux-là même qui étaient censés être ses ennemis, et cet étrange talent pour traverser l'allée était directement lié au seul combat qu'il n'a jamais eu la chance de terminer, le combat qu'il a laissé derrière lui. Le rebondissement le plus amer de toute cette histoire est ce qui restait inachevé sur son bureau la nuit de sa mort. Depuis plus d'un an, Graham préconisait un ensemble de sanctions visant à soutenir discrètement la guerre de la Russie, un projet de loi si agressif que les gens l'avaient surnommé les sanctions de l'enfer. Il avait passé son dernier voyage à Kiev à dire au monde qu'il avait enfin obtenu l'adhésion de la Maison-Blanche, que cela allait devenir une loi et que la guerre elle-même pourrait bien se terminer grâce à cela. Il est mort en croyant sincèrement avoir gagné. Il n'a tout simplement pas vécu assez longtemps pour voir le vote être déclenché. Aujourd'hui, ses alliés traitent ce projet de loi inachevé presque comme un mémorial. Les législateurs des deux côtés de l'allée, y compris les démocrates qui ont travaillé côte à côte avec lui sur ce projet, ont déclaré que la manière la plus appropriée d'honorer l'homme était d'adopter enfin ce dans lequel il a consacré sa dernière année de vie. Son projet final pourrait devenir une loi précisément parce qu'il est parti, ce qui constitue une sorte de victoire étrange et vide de sens. Le genre qui arrive bien trop tard pour celui qui le voulait plus que quiconque. Si cela réussit, cela portera ses empreintes digitales directement sur la fin d'une guerre qu'il avait juré d'aider à terminer. Il y a aussi la chaise vide qu'il a laissée derrière lui et la bousculade frénétique qui s'ensuit toujours. Il venait tout juste de remporter sa primaire quelques semaines plus tôt. Il se présentait activement pour un nouveau mandat complet et maintenant son État doit soudainement trouver quelqu'un pour occuper un siège qu'il occupait depuis plus de 20 ans. Il n'était que la troisième personne à occuper ce siège en près de 70 ans après un véritable géant de la politique de Caroline du Sud avant lui. Son propre gouverneur a résumé la taille du trou d'une seule ligne, affirmant que nous ne reverrons plus ses semblables. Et c'est peut-être la vraie vérité que Trump a continué à tourner en rond dimanche matin, enfoui sous tout le choc la voix lourde et l'appel téléphonique sans cesse répété. Pas une conspiration, pas un poison, pas un complot, grandiose et obscur,
Mais quelque chose de bien plus calme et de bien plus difficile à accepter pour chacun d'entre nous. L'homme le plus bruyant de Washington est resté complètement silencieux en l'espace d'une seule soirée, et les gens qu'il a laissés derrière lui essaient toujours de comprendre comment une journée qui s'est ouverte avec tant de promesses pourrait éventuellement se terminer avec le hurlement des sirènes au Capitole. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de plus dans la mort soudaine de Lindsey Graham que ce que l'on dit au pays, ou la réponse la plus simple et la plus triste vous semble-t-elle la plus honnête? Dites-le nous dans les commentaires.